on ne doit pas laisser des enfants traîner avec des troubles assez sévères qui risquent de devenir des troubles autistiques. C'est terminé l'époque où les médecins disaient ça va s'arranger, rassuraient les parents gentiment et on faisait des diagnostics à l'âge de 4 ans, 5 ans. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit. Et aujourd'hui, ça sera à votre santé mentale. J'ai invité le professeur Jean-Marc Balette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHIC. Du centre hospitalier intercommunal de Créteil. On dit CHIC ? Chic. Ah ouais. Je ne savais pas qu'à Créteil c'était si chic finalement. On dit chic et on pense chic. L'hôpital de Créteil qui a inauguré récemment la première maison de l'enfant et de la famille de France. Alors on dit MEF, hein, c'est ça ? Si on veut. Non, on dit pas MEF ? Si, on peut dire on dit MEF. c'est chic, on peut dire la MEF maintenant. On peut dire le 23 aussi. Parce que c'est l'adresse. Hein. C'est l'adresse. Alors au début, il y avait un projet national hein, pour les MEF. Oui, alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises à droite à gauche, mais nous avons pris notre élan depuis quelques années et on est très fiers d'avoir inauguré cette premier dispositif. Donc c'est à la fois géographique, mais pas seulement. C'est une idée, c'est une pensée, c'est un projet. Donc il y a une philosophie des soins et de la santé derrière ce projet et voilà. Et si je vous invite, dans un bâtiment. Si vous êtes invité aujourd'hui, c'est que vous rejoignez un petit peu vraiment l'esprit de cette émission. Alors vous êtes ouvert déjà à la fois sur l'espace, hein, sur la ville et le département, et vous êtes ouvert en destination des gens, ce qui est assez rare hein, pour un hôpital. J'espère que c'est pas rare que les hôpitaux soient ouverts en destination des gens, parce que c'est le rôle social d'un hôpital, précisément d'avoir une fonction sociale qui est majeure. D'ailleurs, le président du conseil d'administration de l'hôpital, c'est le maire de la commune, donc l'hôpital est un acteur de société majeur. Et pour nous, ça a été une chance de pouvoir construire ce projet à 150 mètres en face de l'hôpital, en face du CHIC. Donc nous sommes à la fois totalement hospitaliers, on fait partie de l'hôpital, et à la fois nous sommes dans la cité, à la disposition de tous les usagers, de tous les professionnels. Bon, qu'est-ce qu'elle a d'unique, cette maison de l'enfant et de la famille ? Alors, elle est construite sur une idée de transversalité des contributions pour construire le soin. C'est-à-dire que on est préoccupé par le fait que de façon horizontale, différents professionnels, donc il y a des soignants, il y a des associations, des familles, des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en sciences humaines, vont collaborer de façon horizontale pour essayer de construire du soin. Mais au départ, c'est pas donné. C'est-à-dire, je pense que alors aujourd'hui, on dit co-construire, hein, parce que vous êtes tous voilà, ensemble. On pourrait. Voilà. J'ai failli dire co-construire, ouais, mais on aurait pu. Voilà, pu. Ouais. Vous avez senti que c'était au bout de ma langue. Précisément, l'idée, c'est que on construit un système relationnel, et peut-être qu'une des propriétés émergentes de ce système relationnel sera thérapeutique, sera du soin. Mais c'est pas donné d'avance. C'est-à-dire, je crois que dans les relations humaines, on part sur de façon un peu pompeuse, on appelle ça la pédopsychiatrie écosystémique, comme écologie et système, et on se dit qu'on construit un système relationnel dont des propriétés vont être du soin, il y a des systèmes qui produisent de la pédagogie, des systèmes qui produisent de la parentalité, et de cette façon-là, on propose aux familles de façon active, c'est-à-dire d'être les acteurs de la construction d'un projet. Elles viennent dans cette maison qu'on essaye d'ouvrir à la destination de tous. Je vous donnerai des exemples, pour trouver les appuis qui vont leur permettre de se représenter ce que va être le soin pour leur enfant. C'est-à-dire que notre idée, c'est de potentialiser les systèmes relationnels qui existent autour d'un enfant. D'accord. Je vais prendre un exemple. En France, on est les champions du monde du retard, du dépistage de l'autisme. Bon exemple. Alors, est-ce que par exemple, vous êtes innovant, vous arrivez... Qu'est-ce que vous faites, évidemment, pour favoriser un dépistage précoce et pour arrêter l'errance thérapeutique des parents ? Alors,
on est innovant. Vous savez, il faut toujours un peu se méfier des gens qui disent qu'ils sont innovants. Moi, j'ai regardé les thérapies que vous proposez, c'est super innovant. Hein. Ah, je vous laisse juge, mais il y a parfois des vieux pots dans lesquels on fait de nouvelles recettes, et parfois c'est le contraire. Les choses nouvelles vues à la télé ne sont pas les choses les plus innovantes. Mais si on sort un peu du slogan, on est parmi d'autres. Je pense qu'on a une pédopsychiatrie moderne qui est très créative. Une des idées simples, c'est que on ne doit pas laisser des enfants traîner avec des troubles assez sévères qui risquent de devenir des troubles autistiques. Plus ils sont jeunes, plus c'est difficile de l'affirmer de façon définitive. Mais c'est terminé l'époque où les médecins, les consultants disaient ça va s'arranger, rassuraient les parents gentiment, et on faisait des diagnostics à l'âge de 4 ans, 5 ans, ce qui est trop souvent le cas. On s'est rendu compte dans plusieurs études récentes qu'il y avait plus de 2 ans de délai entre les moments du diagnostic ou des évaluations et les premiers symptômes repérés par les parents. Donc la première chose, c'est, quand on écoute les parents, il faut les croire sur parole, et on s'engage avec eux pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant, après tout. Voilà, alors, sans idéaliser non plus, parce que les familles ne sont pas toutes disponibles, peuvent avoir aussi leur propre histoire, peuvent avoir des traumatismes, peuvent avoir des disponibilités ou des événements de différentes natures. Donc il ne faut pas non plus idéaliser les uns ou les autres. Mais en tout cas, c'est le moment de la rencontre. Et le moment de la rencontre, on ne doit pas le banaliser en disant ça va s'arranger. Donc, précocité et intensité si les parents le souhaitent. C'est-à-dire, actuellement, ce qui fait partie des nouvelles thérapies, c'est contrairement à ce qui était proposé pendant un certain moment où il y avait des étapes dans le développement de l'enfant qu'il fallait franchir avec des méthodes éducatives plus ou moins structurées. Actuellement, on essaye de proposer des méthodes qui s'adaptent au style de chaque famille. C'est-à-dire que on va travailler avec les familles, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de travailler avec la famille sur leur style de parentalité, et eux-mêmes vont devenir les premiers acteurs du changement de leur enfant, parce que l'autisme, ce sont des difficultés de communication, de socialisation, et la socialisation et la communication, où est-ce que ça s'apprend ailleurs que dans le milieu relationnel dans lequel vit l'enfant? Et donc, on va travailler avec les parents, en particulier avec des vidéos. Donc, on va regarder des séquences d'interaction que les parents vont enregistrer. Et avec eux, on va bosser sur les vidéos en disant « Ah, mais à ce moment-là, il est complètement parti ailleurs. Il nous entend pas. Mais si, là, il y a un échange de regards. Vous avez vu, à ce moment-là, il a regardé son père. Ah, comment? Ah, ben, on va repasser cette séquence. Et on va travailler avec la famille en les soutenant dans les interactions qu'ils construisent, y compris donc à domicile et à certains moments dans la maison de l'enfant et de la famille, en complémentarité. Les enfants passent plus de temps avec leur famille, et c'est ce soutien qu'on va essayer de proposer, non pas pour dire qu'on va soigner l'enfant, le guérir, le sortir de la famille, et puis après le rendre quand il sera guéri. C'est des modèles qui sont inadéquats. Nous, on pense au contraire qu'il faut s'appuyer sur tous les systèmes relationnels dans lesquels est l'enfant. C'est la famille, c'est son école, c'est ses voisins, plus tard son club de judo ou je sais pas quoi. Et chacun, nous, notre rôle, c'est modestement d'apporter nos connaissances médicales. Il y a quelques trucs qu'on connaît, quelques trucs qu'on a lus, quelques expériences qu'ont faites les anglo-saxons ou d'autres, et essayer de nourrir à ce moment-là le système des gens qui sont autour de l'enfant, qui vont pouvoir s'approprier un projet, quoi. Et là, on peut commencer à détecter les premiers signes à partir de quel âge? Alors, ça dépend des enfants, et ça dépend des pathologies. C'est-à-dire que certains vont avoir des symptômes très clairs dès 18 mois. Et les parents les auront parfaitement repérés et vont à ce moment-là se demander quoi faire de ces symptômes. Alors, parfois, quand c'est l'aîné, c'est plus difficile à repérer. Quand c'est le second, il voit très bien qu'il ne se développe pas comme l'aîné. Parfois, c'est au moment où le second enfant arrive que la famille se rend compte que l'aîné ne grandit pas avec la même courbe de développement que le plus jeune qu'il a déjà rattrapé sur certains domaines. Donc, il faut être attentif à tout ce qu'observent les familles et à les accompagner. Et pour eux, c'est des moments, c'est-à-dire que ces moments d'évaluation et de partage d'un diagnostic. Un diagnostic, c'est pas un état, c'est pas une étiquette, quoi. Enfin, ce qu'on voudrait éviter, c'est que les parents se retrouvent avec un annuaire de 25 pages d'évaluation sur le trottoir en se disant qu'est-ce que je fais maintenant.
ce qu'on voudrait, c'est que l'annonce diagnostique soit plutôt un moment de partage et d'espoir, d'action, en se disant qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité de mobilisation pour les uns et pour les autres, quoi. Alors avec une équipe pluridisciplinaire. Oui, de toute façon indispensable. C'est-à-dire que les médecins sont parmi les animateurs d'une équipe dans laquelle il y a au premier plan des psychologues, des orthophonistes, des gens qui font des psychomotriciens, des gens qui font de la rééducation, des enseignants aussi. Pour les enfants un peu plus grands, on a la chance de travailler avec des pédagogues. Et toute la question de l'inclusion scolaire est majeure parce que c'est toute la socialisation d'un enfant, c'est dans son école. Donc pour les enfants, on a la chance d'avoir une classe au sein de la maison de l'enfant et de la famille, une salle de classe dans laquelle donc l'enseignante peut prendre seule ou par petits groupes des enfants et une partie du temps accompagner ces mêmes enfants dans l'école du quartier où ces enfants sont scolarisés parmi les autres. Donc il y a des temps pédagogiques individuels, des temps de tout petit groupe et des temps d'inclusion dans l'ambiance de l'école qui est évidemment indispensable pour les enfants. C'est notre préoccupation majeure de soutenir l'inclusion autant que c'est possible, quoi. Voilà, la première maison de l'enfant et de la famille de France vient d'ouvrir, c'est à Créteil et le professeur Jean-Marc Ballet est avec nous, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. On recense 600 pédopsychiatres en France. Ah oui, c'est 600 ? C'est très peu. Non. Oui, non, c'est un chiffre là qui est excessivement bas là que vous proposez. On observe l'observation qui est plutôt consensuelle actuellement, c'est qu'il y a eu une diminution diminution de 50% en 10 ans du nombre de pédopsychiatres. C'est-à-dire que c'est un effondrement littéral de la génération des pédopsychiatres et heureusement on est dans un creux dont on espère sortir rapidement par la réforme en particulier des études médicales, du DES, du certificat de psychiatrie, qui actuellement vient d'être réformé, qui propose à tous les psychiatres de passer à 5 ans de spécialisation et qui vont se répartir en 2 spécialités que sont la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie. Mais c'est pas une crise des vocations. Il y a eu un effondrement de toute la démographie médicale pour des raisons de numerus clausus à peu près incompréhensibles, si ce n'est pour des raisons économiques. On avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Effectivement, le fait de réduire l'offre ne réduit pas la demande. Et force est de constater qu'aujourd'hui, toute la société découvre les besoins en pédopsychiatres, qui d'un côté est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut aussi penser qu'il y a une prise de conscience dans la société, un repérage. On ne tolère plus des enfants en souffrance psychologique et psychiatrique qui étaient trop souvent banalisés auparavant, comme on en parlait tout à l'heure. On n'a jamais autant parlé de santé mentale de l'enfant depuis ces 10 dernières années, en fait. J'aimerais bien que la société joigne les moyens au discours, hein, c'est-à-dire que effectivement, il puisse y avoir effectivement maintenant, ce qui nous rend très malheureux, nous, c'est d'avoir des connaissances, des méthodes. On sait comment faire beaucoup de choses, donc on n'a pas du tout les moyens de les offrir à toute la population qui en aurait besoin, quoi. Donc les dispositifs innovants qu'on a pu créer sont limités par le nombre de places. On a un dispositif d'intervention précoce, par exemple, pour lequel qu'on a mis en place avec une association, donc un partenariat entre l'hôpital public et puis une association de familles qui est très dynamique, Autisme en Ile-de-France, et avec qui on a construit ce projet qui a été soutenu par l'ARS, mais on a 15 places par an, quoi. Il en faudrait 10 fois plus. Donc ce sont des initiatives qui sont bénéfiques pour les enfants qui peuvent en profiter, pour leur famille, et aussi qui ont un caractère d'exemplarité, c'est-à-dire que on souhaiterait que ça puisse être essaimé et qu'il y ait une appropriation dans de très nombreux endroits, quoi. Alors, quelles sont alors j'allais dire pathologies, hein, mais les affections que vous allez prendre en charge? Alors, autour de cette philosophie, on est
attentif au fait que quand on parle de pathologie, la question contient déjà une référence au modèle médical. Donc, évidemment, j'accepte qu'on pose des questions comme ça. J'ai mis des guillemets à la radio, ça s'entend pas. Après, j'ai repris, j'ai dit affection. Mais qu'est-ce que vous préféreriez, vous, utiliser, professeur ? Voilà, on a inventé un truc qui s'appelle le diagnostic de situation. C'est-à-dire précisément pour sortir de cette impasse. C'est-à-dire que un enfant qui grandit, alors ce que je disais, un enfant, il est dans ses systèmes relationnels, il est dans sa famille, dans son école, parmi ses copains, avec ses grands-parents, avec son quartier, avec son club de foot, avec tout ce qu'on veut. Quand un enfant n'arrive pas à apprendre à l'école, par exemple, s'il a des difficultés d'attention, en fait, il faut voir que cet enfant, il est dans sa classe, devant la maîtresse, parmi ses copains. Il y a sa famille qui est à la maison, qui a elle-même une histoire des relations entre les parents et l'école. Il y a ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a fait la nuit, ce que fait son grand frère, la langue qu'il parle et les histoires qu'il a dans la tête. Tout ça fait partie de l'attention, c'est-à-dire la disponibilité qu'a un enfant pour écouter la parole de la maîtresse qui est en face de lui. Apprendre, c'est une forme de disponibilité à la rencontre de l'autre. Donc là aussi, une propriété émergente, ça va être un apprentissage au sens scolaire. Donc, en fait, l'attention, vous n'allez pas la chercher seulement à l'intérieur de la tête de l'enfant. C'est tellement réducteur de se dire que l'attention va venir du neurone lambda de l'intérieur de la tête de l'enfant. Vous allez, je ne nie pas du tout que ça peut être très intéressant d'aller chercher plus tard, à un certain moment, par une évaluation neuropsychologique, diagnostique, individuelle, etc., comment l'enfant lui-même est engagé dans cette difficulté d'attention. Mais au départ, le diagnostic de situation, on va proposer de faire un tour 360 degrés, tous azimuts, pour repérer ce qui est en jeu dans ces difficultés d'apprentissage de l'enfant. Et ce tour va être fait avec les parents, avec les éducateurs, avec les profs, et vous allez trouver des tas d'explications dans des tas de niveaux concentriques qui vont venir contribuer, et souvent en résonance, construire ce trouble de l'attention. Donc à un certain moment, on va pouvoir aller plus loin avec une psychologue, une neuropsychologue, on va pouvoir mettre en place des interventions auprès de l'enfant, y compris avec des médicaments si c'est nécessaire. On n'a aucun interdit, on est très, très empirique et très pragmatique. Mais en revanche, beaucoup des symptômes de l'enfant sont des symptômes d'une situation pathologique, d'une situation en souffrance. On a vu des directrices d'école qui sont parties pour burn-out et toute l'école était complètement affolée et un gamin avait des troubles du comportement majeur. Faut pas aller chercher l'explication à l'intérieur de la tête de l'enfant, il faut aller chercher l'explication dans le climat scolaire qu'il y a dans l'école. Et on a inventé pour ça des unités mobiles d'intervention scolaire avec la collaboration avec l'éducation nationale. Qui donc se déplacent puisqu'elles sont mobiles. Et elles sont mobiles avec des roues, mais elles sont mobiles dans leur tête surtout. Ça veut dire qu'elles vont dans l'école, elles vont rencontrer les profs, elles vont rencontrer les parents. Si c'est nécessaire, on va faire une consultation familiale à la maison. On peut aller à la piscine avec l'enfant ou bien aller faire un couscous à la maison. Ou on peut aussi choisir de proposer aux parents de venir faire une classe des familles au sein de l'école. Alors à ce moment-là, on va se mettre au fond de la classe, nous les psys, on va se mettre avec les parents, on va leur dire, écoutez, on va regarder la maîtresse faire sa leçon. Et à ce moment-là, ces 8 enfants réputés hautement perturbateurs par l'éducation nationale bénéficient de la leçon qui est faite par la maîtresse, et nous, on est avec les parents au fond. Et après, pendant toute la matinée, on va bosser avec les parents pour savoir ce que c'est qu'apprendre. Et les familles vont travailler entre elles, vont s'appuyer les unes sur les autres, vont partager leurs expériences. Il y a une famille qui va venir avec un enfant d'une autre famille, qui vont fabriquer un petit spectacle de marionnettes pour expliquer aux autres, pour montrer quelque chose, pendant que l'autre enfant de l'autre famille, lui, va prendre sa caméra vidéo pour venir filmer et interviewer les parents sur ce que c'est que d'être parent d'un enfant qui ne réussit pas à l'école. Et donc on va faire travailler, alors en fait c'est des méthodes, là je le raconte de façon un petit peu colorée, mais ce sont des méthodes très scientifiquement très sérieuses, ça s'appelle des thérapies multifamiliales, ça a été validé à Londres par la Maudsley, et ce sont des Maudsley
Hospital, qui est une équipe de référence en thérapie multifamiliale, et Eya Hazen en particulier, un psychologue anglais qui nous a formés et qui permet à ces familles de travailler entre elles et de découvrir les ressources qu'elles ont quand elles travaillent entre elles. Et je pense que c'est des méthodes révolutionnaires. En réalité, les psys, on devient les garants de la construction d'un système qui permet aux familles de bosser entre elles. Et le plus émouvant, c'est qu'alors, on fait ça pendant 8 séances, c'est-à-dire qu'on fait tous les lundis matins, pendant 8 semaines de suite, avec tous les parents. Et c'est des parents de conditions très variées, et certaines conditions très modestes. Je me souviens d'un papa qui travaillait la nuit, il travaillait dans des conditions très très difficiles, et il était là à 8h30 chaque lundi matin, et il voulait pas rater une séance. Et les parents nous ont dit, c'était bouleversant la façon dont ils pouvaient nous dire dans certains cas qu'ils avaient découvert toutes les ressources qu'il y avait parmi les autres parents, et aussi les ressources qu'ils trouvaient auprès des enseignants. Et les enseignants eux-mêmes étaient surpris de trouver autant de collaboration de la part des parents. Donc pour nous, c'est, je dirais, une posture de modestie, c'est-à-dire permettre aux gens de travailler entre eux et de trouver des ressources dont bénéficient les enfants. On n'est pas du tout dans un modèle médical où on va venir prescrire ce qu'il faut pour l'enfant depuis une position en surplomb, une position dominante, quoi. D'accord. Mais alors, en parlant de diagnostic de situation, les enfants viendront vous voir pourquoi ? Alors, c'est pas les enfants qui viennent, c'est la situation qui est en souffrance. Ça peut être 3 copains qui sont inquiets parce qu'un de leurs copains toxicomane est en train de faire des overdoses vachement inquiétantes qu'il a jamais faites avant. Eh ben, on prend les 3 et la situation de départ, c'est les 3. Ça peut être une famille qui est en train de se rendre compte que c'est pas possible de se taper dessus comme ça à la maison, et la famille est en souffrance. Ça peut être la classe et l'enseignant qui nous dit moi je peux pas continuer à enseigner à cet enfant qui est totalement instable, qui court partout, je suis complètement en échec, je m'en sors pas, ça va être lui ou moi, etc. Donc c'est la situation qui est en souffrance, c'est peut-être l'enfant, peut-être la maîtresse, peut-être les parents, certainement tout le monde à la fois. Et donc c'est l'acceptation a priori de cette situation. Et nous, on va proposer une affiliation, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire on crée des relations et on rencontre cette situation pour pouvoir ensuite réfléchir à ce qui conviendra de faire. Bien. Vous êtes un ovni comme on les aime, hein ? Ah. Ben ça va alors. Parfait, le professeur Jean-Marc Balette est avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la maison, Moi je suis chef de service. Chef de service de la maison. Moi je suis professeur de pédopsychiatrie. On a tous les clés. Maintenant c'est important. Les gens puissent venir travailler la nuit s'ils ont envie. Voilà, la première maison de l'enfant et de la famille vient d'ouvrir dans le Val-de-Marne il y a quelques jours à Créteil, et le professeur Jean-Marc Balette est avec nous pour en parler. Je rappelle que vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Et d'ailleurs, on parlait de thérapie innovante tout à l'heure, mais vous avez une unité de thérapie innovante dans la maison. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on s'est dit que c'était important, alors en tant qu'enseignant de médecine, puisqu'on accueille énormément de stagiaires, d'externes, d'internes, et de collègues de tous les métiers, d'avoir une approche qui soit assez empirique et pragmatique et qui nous permette d'examiner les propositions thérapeutiques qui apparaissent sur le marché, j'allais dire, parce qu'il y a un petit peu aussi dans le domaine de l'autisme et dans d'autres, une profusion de propositions plus ou moins à la mode ou plus ou moins validées scientifiquement. Donc, comment vous évaluez-vous leur efficacité alors ? Eh bien, on est adossé à des laboratoires de recherche. Donc, on a au sein de l'hôpital au Chic, un centre de recherche clinique. On a des liens avec différents laboratoires partenaires. On a le CELITEC, par exemple, qui est un des laboratoires de sciences humaines de l'université Paris-Est Créteil, l'unité INSERM de neuropsychologie de la mémoire humaine à Caen également, avec laquelle nous avons de nombreuses collaborations.
sur la mémoire traumatique, par exemple. Donc on a des travaux fondamentaux de recherche qui nous permettent de valider des hypothèses et de construire des propositions thérapeutiques, comme sur le psychotrauma ou sur d'autres pathologies. Donc nos équipes s'approprient un certain nombre de propositions de formation, et lorsque ça paraît opérant, et par exemple on intervient dans le 5e intersecteur du Val-de-Marne qui va de Créteil jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges, on peut travailler avec des familles très précaires, et un certain nombre de méthodes nous paraissent comme le pacte dont je parlais tout à l'heure, davantage de nature à permettre cette appropriation par des familles que d'autres méthodes. Donc on va les enseigner, et on bénéficie du regard critique de nos stagiaires et de nos étudiants qui viennent nous stimuler, nous questionner, remettre en cause ce qu'on met en place. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, aussi parce que la maison est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que on a par exemple, c'est très ouvert aux familles, aux associations de familles, et pour moi c'est effectivement une image qui me satisfait beaucoup, c'est de voir une famille qui discute avec un chercheur devant la machine à café, en partageant des hypothèses et en essayant d'échanger leur point de vue autour des difficultés d'un enfant, quoi. Les associations qui souvent font aussi beaucoup changer les choses et progresser les choses, hein. De façon fondamentale. Quand on parle d'autisme, vous voyez, c'est vraiment oui, bien sûr, secteur où sans les associations, on n'en serait pas là, hein. Alors, nous, on est même allé assez loin, puisque on est allé jusqu'à embaucher une personne qui est ce qu'on appelle médiateur de santé père, médiatrice de santé père. Et alors, je crois que ça va être la première fois qu'il y a cette expérience qui est faite pour une mère qui a eu l'expérience d'avoir fréquenté la pédopsychiatrie avec ses enfants, et qui a été embauché par l'hôpital en raison de son savoir expérientiel, et qui fait partie de notre équipe. Ça fait un peu patient expert, mais bon, j'imagine que vous n'avez pas voulu reprendre l'expression à dessein. Voilà, donc on peut effectivement comparer, il y a un certain nombre de traits communs. Mais en l'occurrence, elle fait partie de l'équipe, et elle a participé à la conception du projet. On a créé, par exemple, une salle des familles, dans lesquelles les familles peuvent venir passer une demi-journée, consulter des ordinateurs ou boire un café. Il y a un petit jardin à côté. La famille peut venir camper pendant que l'enfant est en évaluation ou bien participe à un groupe d'une façon ou d'une autre. Et il y a des associations, par exemple Handi Répit, qui vient tenir des permanences au sein de la maison de l'enfant et de la famille. Tous les mercredis, ils sont là, par exemple. Alors, Handi Répit, leur cœur de cible, c'est... Ah, Handi Répit, ils font quoi ? Ils essayent de soulager les parents, en particulier par des propositions de structures de répit, les week-ends, ou faire des ruptures. Là, ils proposent de plus en plus de recours aux familles pour les soulager lorsqu'elles sont dans des situations d'impasse, quoi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de dispositifs innovants, un dispositif qui s'appelle Aspi Friendly. Oui, donc ça, c'est un dispositif qui a pour objectif de soutenir les parcours universitaires des autistes qui ont des projets universitaires, mais dont les troubles, leur difficulté de socialisation ne leur permettent pas d'accéder aux enseignements comme les autres. C'est-à-dire que pour eux, des difficultés comme où manger à midi, comment aller parler avec un prof, ou comment se procurer le poli, deviennent tellement insurmontables qu'ils renoncent à des projets d'études. Et on a dans notre préoccupation de l'inclusion, il y a un projet national dont Créteil est partenaire, qui permet d'essayer de soutenir au maximum des trajectoires d'enseignement supérieur pour des personnes avec des handicaps psychiques qui sont des qualités pour certains métiers. Donc c'est aussi cette préoccupation de travailler avec la partie positive, je dirais, les ressources de toutes les personnes, quel que soit leur handicap, qui nous préoccupe, et qui est aussi importante que de travailler sur ce qui ne va pas.
Et je suis directeur de la maison de l'adolescent du Val-de-Marne. Et dans tous les rencontres qu'on fait avec ces jeunes, en particulier des grands adolescents, jeunes adultes qui parfois s'engagent dans des parcours pathologiques, on est toujours préoccupé par le fait de travailler autant sur toutes leurs ressources, ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de développer, autant que sur ce qui fait handicap et ce qui est en difficulté, quoi. On s'est assez peu, pendant longtemps, on s'est assez peu occupé à la maladie mentale des enfants, pensant qu'ils pourraient même en être épargnés. Évidemment, on se rend compte que des enfants ont les mêmes maladies mentales parfois que les adultes. Alors les enfants ont aussi des maladies mentales, pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que je crois qu'il faut faire attention de ne pas faire d'adultomorphisme. Alors, quand on parle de l'anxiété, par exemple, vous voyez... Absolument, je pense que on utilise les mêmes mots, mais en réalité, il faut se remettre dans une perspective développementale. C'est-à-dire que, par commodité, tout le monde se comprend si on parle de l'anxiété, mais l'anxiété d'un enfant qui a 3 ans ou 4 ans n'a rien à voir avec l'anxiété d'un adulte. C'est-à-dire que le sentiment de sécurité, par exemple, d'un enfant de 3 ans, lorsqu'il est dans un environnement qui le permet, est une construction du système relationnel où la question ne se pose pas en ces termes-là. Et quand on utilise le mot anxiété, on utilise un mot qui se réfère à une sorte d'intuition d'adulte qui va parler de l'enfance. Et à ce moment-là, je pense que c'est super important de pouvoir, de la même façon, quand on parle de l'hyperactivité, je veux dire, si vous regardez un enfant de 5 ans qui va bien, c'est un enfant qui court partout. Qui est naturellement hyperactif. Vous n'allez pas l'appeler hyperactif. Donc, pour pouvoir parler d'hyperactivité, il va falloir que soit on change de mot, ce qui est préférable, pour éviter les confusions, ou bien de calquer des schémas adultomorphes qui sont inappropriés. D'accord. Donc un enfant hyperactif, on l'appelle comment alors ? Par exemple, moi je fais la distinction entre l'instabilité psychomotrice et la véritable trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc je pense que dans 90% des cas, on parle d'instabilité psychomotrice qui est un environnement et une situation particulière d'un enfant. Et on peut se poser la question à l'inverse, est-ce que pour tous les enfants à 6 ans, passer 6 heures assis à une table, est-ce que c'est une exigence sociale qui est naturelle ou pas, quoi. Donc quand des populations comme aux États-Unis, 8 à 10% d'une classe d'âge prend un amphétaminique, par exemple, on peut se demander si c'est les exigences éducatives qui sont appropriées ou si c'est d'autres intérêts qui conduisent à calquer ces attentes sociales sur les enfants et qui seraient inappropriées. Mais c'est vrai que c'est un diagnostic qu'on entend de plus en plus, hyperactivité des enfants. Oui, alors c'est pas inutile de ne pas laisser ces enfants dans la souffrance, dans la stigmatisation, dans le rejet, parce que les conséquences sont graves. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dans une situation comme celle-ci, qui va rater les étapes des apprentissages fondamentaux, soit il est maintenu dans sa classe, il va perdre ses copains, il va être stigmatisé, il va finir par croire lui-même qu'il n'est pas intelligent, et il va trouver d'autres modalités d'expression. Donc c'est très important de les repérer, et c'est très important d'aller vers eux. Mais c'est pour ça que nous, on a envie d'aller vers eux avec ce diagnostic de situation, pas avec un diagnostic individuel a priori d'une anomalie neurobiologique. Si c'est le cas, oui, il faudra le faire, et y compris le traiter par amphétaminique. Mais si c'est pas le cas, il faut le diagnostic différentiel et les diagnostics associés sont aussi importants que le diagnostic principal. Bien, et puis vous allez également mettre sur pied une unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger. Vous allez vous situer où par rapport au dispositif qui existe déjà d'enfants en danger ? Alors, c'est le premier dispositif du Val-de-Marne. Le CHIC est un hôpital qui est riche d'une UMJ, une unité médico-judiciaire, d'un service de pédiatrie, en particulier avec des urgences pédiatriques, une hospitalisation en pédiatrie,
et plusieurs services, une maternité et un service de pédopsychiatrie. Donc l'environnement est propice au fait de pouvoir construire cette UAPED, c'est-à-dire une unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger qui permettent de soutenir des auditions des enfants dans les bonnes conditions et de pouvoir, autant que possible, éviter à ces enfants d'être exposés à de multiples questionnements dans des conditions pas toujours faciles, et de pouvoir soutenir l'accompagnement de l'environnement et l'orientation, si c'est nécessaire, de ces enfants vers les soins appropriés. On a appris 2 nouveaux mots ce matin. Alors, on les a entendus pour la première fois, la pédopsychiatrie écosystémique et puis, vous l'avez compris, le diagnostic de situation. Et vous vous souviendrez que c'est notre invité, le professeur Jean-Marc Ballette, qui nous en a parlé ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr commenter et poser vos questions. Merci professeur d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation et la pertinence de vos questions. Il y a plein de sujets qu'on peut décliner. On peut faire des émissions pendant 10 ans avec vous. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir de voir que finalement, il y a des ovnis comme vous qui sont innovants, mais alors, dans le bon sens du terme, et qui ont la curiosité d'aller voir dans le monde entier ce qui se passe et de le rapporter en France, ici, à quelques pas d'ici. Mais je crois qu'on a la chance d'avoir une équipe, là dont je suis le porte-parole ce soir, mais qui est... une équipe qui porte cet enthousiasme, cette créativité. Mais c'est tellement stimulant. Et c'est ça qui nous motive, c'est aussi cette nécessité de dire qu'il y a tellement de choses qu'on sait faire et qu'on n'a pas les moyens de faire, et qu'une mobilisation sociétale appropriée permettrait de faire pour des raisons à la fois morales et de rentabilité, c'est-à-dire de soutenir l'éducation de nos enfants, quoi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.